s'il te plaît. Bon. C'est toi. Qu'est-ce que c'est? La richesse. Il est grand, qu'est-ce qu'on dit? C'est pas vraiment ce que je recherche. Ah, et qu'on recherche exactement. Un peu plus qu'une entreprise. C'est l'histoire de la carrière. Qu'est-ce qu'ils en pensent après toi, Eric et Michel? On leur demande? Hein? Oh oui, j'aimerais bien. J'ai réalisé avec les Poussins il y a quelques années qu'aux qualités traditionnelles que l'on donne chez l'entreprise, à savoir être plutôt extraverti, être pragmatique, être dans le raisonnement structuré, je cochais aucune de ces cases. Je suis plutôt introverti, intuitif, et je privilégie le ressenti et le raisonnement. Par exemple, si on prend ces deux caractéristiques de l'intuition et de l'introversion, ça donne une capacité à voir extrêmement rapidement là où il faut aboutir, mais je suis incapable de le réaliser tout seul, et deux, j'ai généralement beaucoup de mal à me faire comprendre. Alors pour diriger une boutique, c'était plutôt mal parti. Pendant quelques années, dans son match, j'ai réussi à faire l'illusion, et puis bousculé par des événements. Au fond, j'ai accepté cette posture de dirigeant démuni, dont la réussite ne passe que par le travail en équipe. Et au fond, c'est un des paradoxes de la vie. Un chef d'entreprise qui accueille, qui accepte sa vulnérabilité, donne beaucoup de force au collectif. Et ce que nous expérimentons depuis quelques années chez Ticket Solutions, par ce travail en intelligence collective, par ce souhait, cette volonté de renforcer la confiance entre nous, donne beaucoup de puissance et beaucoup d'agilité à l'entreprise. C'est bien amusé. Au fond, dans la question, il y a la dimension importante, l'échec, et la dimension familiale de l'actionnariat. Pour l'échec, on revient souvent cette phrase de Nelson Mandela. Je cite: dans la vie, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Alors bien sûr, pour dire ça, il faut avoir passé 27 ans de sa vie en prison, être devenu le premier président noir d'Afrique du Sud. Néanmoins, ça nous parle de quelque chose d'extrêmement important. Je crois que l'échec peut trouver du sens s'il est source d'apprentissage. Et vous imaginez qu'au bout de tant d'années avec Eric, combien nous avons eu l'occasion d'apprendre souvent, parce que des échecs, il y en a eu. Il y a eu heureusement quelques réussites. Mais notre question, c'est lié aussi à la dimension de l'actionnariat familial, comment on joue. Parce qu'effectivement, l'échec peut être la cause, le révélateur de dissensions au sein des actionnaires familiaux. Et malheureusement, les uns et les autres, nous connaissons des cas où ça a été générateur de discorde, de rancœur, en tout cas de souffrance intrafamiliale. Mais nous savons aussi qu'il y a des cas où ça se passe bien. Au fond, à première vue, ça peut être assez surprenant de rapprocher, de vouloir relier ces deux réalités aussi complexes, aussi différentes que sont l'entreprise et la famille. Et pourtant, le modèle de l'entreprise familiale a fait sa preuve d'efficacité et de résilience, notamment parce qu'il concilie la vision à long terme et la capacité à prendre des décisions rapidement. Et dans une telle perspective, bien sûr, l'échec, dans la mesure où on en apprend, trouve toute sa place. Et à travers cette question, c'est l'occasion de témoigner combien, dans les moments difficiles, dans les vicissitudes de dirigeants d'entreprise que nous avons pu connaître avec Eric, combien
le soutien des actionnaires familiaux a été un appui extraordinaire, extraordinairement précieux. Bien sûr, nous avons, avec Éric, avec Philippe, et vous l'avez compris, issus de nos grands-parents, de nos parents, nous avons beaucoup veillé à cette relation de confiance. Et s'il y a quelque chose que nous souhaitons transmettre aux actionnaires de la jeune génération, c'est vraiment ce ciment-là, cette solidité-là. C'est vrai qu'à plusieurs reprises, dans notre épopée familiale d'entrepreneurs, nous avons été parmi les premiers, parmi les précurseurs dans bien les pratiques. Bon, je ne vais pas toutes vous les raconter, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais j'aimerais en rappeler 3 ou 4 qui ont vraiment construit, structuré l'entreprise telle que nous la connaissons aujourd'hui. 1937, signature du premier contrat de location avec conducteur. En 1965, création du service formation, ce qui à l'époque, pour une entreprise de transport de cette taille, était vraiment innovant. Un peu plus de 20 ans après, nous avons créé l'école du conducteur GT. Dans les années 70, notamment sous l'impulsion d'Éric, le fait de reprendre des collaborateurs, des conducteurs chez nos clients, que nous avons modélisé sous le terme de leaseback social. Début des années 80, la création du réseau de franchise Love France. Et à la fin des années 80, signature du premier accord d'intéressement qui très vite a débouché sur un plan d'épargne d'entreprise. Et dans cette continuité, dans cette dynamique, 3-4 ans après, nous proposions aux salariés qui le souhaitaient de devenir actionnaires d'entreprise. Plus récemment, en 2012, bousculés par les événements de l'année précédente, nous nous sommes lancés, sans trop savoir où ça nous mènerait, dans ce que nous appelons aujourd'hui la réinvention de l'entreprise. C'est-à-dire revisiter, re-questionner tout ce qui constitue le vivre et le travailler ensemble au sein de l'entreprise. Concrètement, ça s'est traduit par une communication beaucoup plus fluide entre nous tous. Ça s'est traduit par une montée en autonomie et en responsabilité de nos équipes sur le terrain. Ça s'est traduit par l'intelligence collective, l'intelligence répartie qui hérite toute entreprise. Alors, Frédéric, j'apporte enfin des éléments de réponse. Au fond, aujourd'hui, je n'ai pas été formé chez les jésuites, mais à ta question, je réponds par une question. Au fond, aujourd'hui, comment actualiser la mission de l'entreprise que nous avons définie de la façon suivante: accompagner nos clients dans leur recherche de performance en construisant une relation durable, humaine et innovante. Comment, à partir de cette mission, l'actualiser non seulement aujourd'hui, mais la déployer dans l'avenir? Je n'ai pas de réponse immédiate. En revanche, une conviction que nous partageons avec de plus en plus de force. Ce que l'on appelle l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la capacité à traiter avec des algorithmes des masses de données de façon extrêmement rapide. L'intelligence artificielle va bouleverser nos métiers. Par exemple, sur ce qu'on appelle la maintenance prédictive ou la prévention des accidents. Mais plus fondamentalement, cela va remettre en question les modèles économiques de nos entreprises. Or, c'est vrai pour nous tous, mais particulièrement dans le monde du transport. Et aujourd'hui, nous ne savons pas très bien comment, ni avec qui, ni par quoi nous allons commencer. Mais nous sommes vraiment animés de cette conviction que l'entreprise GT Solutions va se bâtir sur ces 2 piliers que sont l'intelligence répartie, l'intelligence collective des équipiers GT et l'intelligence artificielle. Alors, Arthur, les uns de réponse. Oui, même